Quelle protection sociale et quel financement? Je voudrais essayer de décaler un petit peu ma réponse en parlant d'une approche nouvelle qui est étudiée dans beaucoup de pays en ce moment et par des entreprises privées, des entreprises publiques et des organismes publics et des entreprises privées, que j'appellerais d'une manière simple le programme de maintenance de la santé. Je m'explique. La maintenance de votre maison, la maintenance de votre automobile, vous savez ce que c'est. C'est le réinvestissement dans un capital qui est important pour vous. De plus en plus d'entreprises et de grandes compagnies d'assurance s'intéressent dans le monde à cette idée d'un programme de maintenance de la santé. En gros, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Ça veut dire que vous ou moi, on peut, en fonction de nos antécédents médicaux de notre famille, souscrire une sorte d'assurance avec une compagnie d'assurance à laquelle est associée une entreprise pharmaceutique. Et ces personnes vont vous permettre de faire des tests de diagnostic très simples chez vous, qui vont définir votre profil à risque et vont vous donner, avec le coach dont je parlais tout à l'heure, des informations régulières pour vous permettre d'éviter l'apparition, l'occurrence de la maladie que vous pourriez avoir d'après cette analyse génétique. Il y a aussi un élément, et je sais que vous êtes très sensibilisé là-dessus, que vous avez beaucoup communiqué déjà sur l'organisation de la cité. Comment est-ce qu'on peut imaginer une cité avec beaucoup plus en tout cas de gens centenaires? Est-ce qu'il y aura par exemple des quartiers de personnes âgées? Est-ce qu'il y aura de la domotique de manière complètement généralisée? Comment est-ce qu'on peut voir ça? Je pense que de plus en plus les villes, les quartiers de ville bien entendu, les villages, vont devenir des écosystèmes numériques. C'est-à-dire la civilisation du numérique ne touche pas seulement Internet, elle touche, on en a parlé, les téléphones portables, la télévision numérique, la radio numérique, les satellites. Et par conséquent, nous serons baignés dans cet écosystème informationnel, pour prendre un grand mot. Et donc, grâce à cet écosystème informationnel, on peut imaginer que la surveillance, la possibilité d'assistance aux personnes âgées, la possibilité aussi d'information, c'est-à-dire l'échange intellectuel d'informations parce que les gens disposeront de ce dont les gens disposeront chez eux, leur permettra d'être connectés, d'être informés, de se mettre en réseau. Donc je crois qu'il va falloir découvrir, inventer ensemble une civilisation du numérique qui préserve la vie privée, qui préserve les libertés individuelles, mais qui en même temps apporte des avantages comme ceux que je viens de décrire. Ce qui veut dire qu'il faudra quand même renforcer des agences ou qui seront responsables de la sécurisation de ces données, de cette information. Bien entendu, il y a un aspect public, c'est-à-dire des agences, comme vous le dites, qui relèvent de la fonction régalienne de l'État, mais en même temps des associations de consommateurs, des associations d'usagers, des réseaux sociaux, de faire en sorte, ce que j'appelle moi dans mes livres, une co-régulation citoyenne, plutôt que simplement être conduit à faire ceci plutôt que cela, être puni si on ne le fait pas. Je pense que du bas vers le haut, ce qu'on appelle le Web 2.0, peuvent monter des formes de régulation des gens entre eux, dans leur propre intérêt. Et est-ce que la solidarité est capable de gérer ça? Regardez, une mutuelle, qu'est-ce que c'est? Comment a commencé la Lloyd's? La Lloyd's, qui assurait les bateaux, a commencé par des personnes entre elles, qui étaient des armateurs, qui se sont réunis pour s'assurer entre eux. Sur Internet, c'est un nom bizarre, ça s'appelle peer-to-peer, P2P. Les jeunes savent très bien ce que c'est que la musique en P2P. Ben moi, je pense, avec d'autres, j'étais un des tout premiers à le prédire, qu'on va vers une banque en peer-to-peer, assurance en peer-to-peer, c'est-à-dire que les gens vont se prêter de l'argent et s'auto-assurer entre eux, et même se faire de l'éducation en peer-to-peer. Donc on rentre dans une société complètement différente, au lieu de la solidarité dont vous parliez, quasi obligatoire, par les systèmes de solidarité sociaux qui ont été mis en place, heureusement, en France dans les années 30-40, eh bien, petit à petit est en train de naître une solidarité en réseau, beaucoup plus fondée sur l'empathie que fondée sur la concurrence et la compétition. C'est-à-dire le fait d'être solidaire, parce qu'on peut aider les autres, qui va aussi vous aider vous. Et dans tout ça, alors comment est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'évolution et le rôle des professionnels de santé? D'abord, je pense que les professionnels de santé devront de plus en plus tenir compte des réseaux sociaux qui sont inéluctables et irréversibles. 500 millions de personnes connectées à Facebook, ça va devenir de plus en plus sérieux, il y aura des associations de patients. Et donc, ce que disent les gens est important. Jusqu'à présent, beaucoup de professionnels de santé, je parle de la grande industrie pharmaceutique, je parle de la grande fonction médicale ou les distributeurs de produits pharmaceutiques. On a considéré en quelque sorte un système pyramidal. On diffuse vers le bas. Maintenant, les gens sont des consommateurs, c'est plus seulement des consommateurs. C'est des gens qui ont envie de dire des choses. Ils ont envie de participer à la stratégie des grands professionnels de santé dont vous parlez. Et ils ont des choses à dire. Et donc, il faut les écouter. Ça, c'est la première recommandation.
La seconde recommandation, c'est que, je vais le dire de manière un peu crue, on peut gagner de l'argent avec la prévention. Pendant des années, j'ai entendu les grandes industries pharmaceutiques, dont j'ai fait partie, moi, avec Pasteur à l'époque, le All Brand, enfin, le son, une cuillère de son tous les jours pour éviter les risques de cancer du côlon, ça ne fera pas jamais gagner de l'argent, mais ça fait quand même des économies formidables sur le cancer du côlon. Donc maintenant, c'est devenu sérieux, la prévention. C'est-à-dire que la Big Pharma, comme on l'appelle sur le plan international, la grande industrie pharmaceutique, se rend compte qu'en plus des thérapies qu'elle vend dans les maladies dont on a absolument besoin de les traiter, il y a en amont et en aval 2 nouveaux secteurs qui s'ouvrent. En aval, c'est les seniors, c'est ce qu'on appelle les produits de confort, la beauté, la vigueur sexuelle, la vigueur physique, la mémoire, etc. On ne guérit pas des gens d'une maladie, mais on leur permet d'accompagner et de réussir leur vieillissement. Et puis, en amont, c'est la prévention. Une prévention qui va faire gagner de l'argent aux grands professionnels de santé, parce que d'abord, il y a le suivi permanent, comme je l'ai dit, dans le programme de maintien de la santé, et comme le font les entreprises de téléphone, ou Microsoft, ou SFR, qu'est-ce qu'ils font? Ils connaissent le client, et ils lui vendent des mises à jour constantes, et le client paye une sorte d'abonnement. Et on gagne plus d'argent sur un abonnement sur toute la vie de quelqu'un que sur un produit qu'on vend en pharmacie, où il y a une marge bénéficiaire, mais on ne sait plus où est le client et où il est parti. Donc là, il y a vraiment tout un tournant extrêmement important à prendre, en amont et en aval. Et puis troisièmement, je pense que les professionnels de santé dont vous parlez, la distribution, devront aussi beaucoup former. Pas seulement la distribution, hein, les médecins, et tout l'environnement. Tout l'environnement, depuis Big Pharma, la grande industrie pharmaceutique, les médecins et la distribution. Et les organismes publics aussi, bien entendu. Former. Donc il y a à la fois un exercice personnel de la responsabilité, mais en même temps, dans le monde que vous décrivez, il y a quand même un partage des données, parce qu'il y a Big Brother quelque part. Absolument. Le partage des données va être essentiel pour qu'on ne soit plus des individus séparés, mais une intelligence collective. Moi, c'est un terme qui m'est très cher, vous savez. L'intelligence connective, les réseaux, conduit éventuellement, si on sait bien le gérer, à une intelligence collective. Et ces professions de santé dont vous parlez, pour nos médecins pharmaciens, qui sont chacun isolés, le pharmacien dans sa pharmacie, le médecin avec ses clients et son réseau, auront tout intérêt à partager, à s'informer, à se former pour suivre eux-mêmes l'évolution de la science et de la technologie et pas s'en remettre seulement aux formateurs de l'industrie pharmaceutique qui évidemment ont intérêt à vendre leurs propres produits.